18 heures à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes où j'ai le bonheur de vous retrouver ce soir, mais également de recevoir des personnes qui vont vous plaire, j'en suis sûr. D'abord, c'est rare, un mathématicien, un économiste qui vient chez nous, il a écrit un livre, des pages d'alerte qui viennent au chevet du système de santé, le docteur Albert Zé, il a fait l'actualité, quelqu'un de prodigieusement intelligent, on l'aura sur ce plateau, mais également on parlera d'économie de la musique, d'économie du cinéma. J'ai deux personnes qui sont toutes fraîchement docteurs. Docteur Francis Attengon, il va falloir s'y habituer, journaliste, artiste aussi, il va nous aider à comprendre la querelle qu'il y a sur les droits d'auteur, surtout à l'ère de la digitalisation. Et puis aussi, en troisième siège, il y a le docteur Dieudonné Alaka, il est cinéaste, producteur de cinéma, chercheur, et avec lui, on comprendra ce à quoi peuvent servir les cinémas ou à quoi peut servir le cinéma documentaire, surtout qu'en ce moment, on a un argument, il faut sauver la mémoire et mieux vendre l'image du pays. Ça tombe bien que je vous en parle, Christelle Avon. Vous en avez parlé dans vos journaux, l'hommage à Douala Mangabel, dont les images figurent au musée national. Et justement, de musée national, parlons-en. Il y a un incendie. Oui, Steve Chega, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du journal de 18 heures. La vague pyromane qui embrase les bâtiments du quartier du Lac a une fois de plus soufflé. Cette fois, c'est autour du musée national où un incendie a été annoncé en mi-journée. Le départ des flammes serait le bloc technique. Ces flammes-là ont vite été maîtrisées par les soldats du feu et leur prompte réaction. Écoutons le compte-rendu d'Eric Laouna. La vieille dame est hors de danger. L'édifice vitrine du riche patrimoine culturel du Cameroun a pourtant frôlé le pire cette mi-journée de samedi. Dans la salle de technique du MINAC, il y a eu départ d'incendie. Ce n'est pas un incendie véritable. Et heureusement aussi que les militaires en faction ont intervenu rapidement et les sapeurs-pompiers de Ouada ont éteint le feu. Plus de peur que de mal. En termes de pertes, c'est beaucoup plus, on vous dit c'est un magasin, les petites tables qui ont brûlé, les fils électriques qui ont été sectionnés. Il y a eu coupure d'électricité, que ce soit au MINAC, au Sénadier. L'ancien palais présidentiel, Talons Fans, doit sa sortie d'affaires au fait que l'incident s'est déclenché en pleine journée. Il y a eu une prompte réaction de, comme je l'ai dit, des sapeurs-pompiers et le ministre aussi des Arts de la Culture a intervenu à ce que tout se passe dans les preuves de l'époque, qu'il n'y ait pas de peur que de mal. Et tout est revenu dans l'ordre. Véritable témoin de l'histoire du Cameroun, le caractère vétuste de ces installations électriques serait l'étincelle derrière ce départ d'incendie. Dans ce journal, les événements du lycée de Biémassi, on retrace les faits. La communauté éducative est toujours apostrophée et la société abasourdie. Ce que plusieurs candidats de la session, au probatoire de la session 2020, adeptes de l'église dénommée Tabernacle de la Liberté, au nom de leurs convictions religieuses, ont refusé de se soumettre aux mesures barrières anti-Covid. Dans leur centre d'examen, ils ont donc proféré le désistement. Un mouvement religieux qui exerçait dans l'illégalité après enquête. On a soumis l'église sous scellé, le sous-préfet de Yaoundé. Troisième, écoutons le compte-rendu de l'enquête d'Aboubacar Abo. L'ordre serait venu du haut d'une chaire. Un pasteur dans son sermon aurait réussi à convaincre son assemblée que le Covid-19 est un leurre et par voie de conséquence, les mesures de protection, notamment le port du masque, seraient inutiles. La parole a parlé au cœur des fidèles, des élèves en particulier. Face à l'épreuve de l'obéissance aux guides religieux, des candidats ont préféré se soustraire à celle comptant pour le probatoire série C, examen auquel ils étaient soumis au lycée de Biémassi. Auparavant, un chapelet de plaidoyer va être égrené pour fléchir les jeunes. Hier, ils ont commencé à mettre le masque. Et en se réveillant ce matin, ils ont dit que Dieu serait venu leur parler hier nuit, leur disant qu'ils sont en train de commettre des péchés abominables. On aura alors l'idée d'en référer aux parents, malheureusement qui parleront d'une même voix, ne levant pas l'objection du pasteur. Ils sont restés catégoriques. Certains parents se sont engagés à rentrer avec leurs enfants, dont ces enfants n'ont pas composé. Un pasteur qu'on aura au téléphone, lequel maintiendra ses mots. Il a été réfractaire à cela. Nous l'avons convoqué dans nos services.
d'abord ici. Ensuite, le collègue de Bimassi, le Yaoundé 6, l'a convoqué également. Il ne s'est pas présenté. C'est donc la confusion totale dans le centre. Les responsables se retrouvent dans un dilemme et n'ont d'autre choix que d'expulser les candidats non conformes qui vont au préalable signer une décharge écrite désengageant l'administration de cette responsabilité. Responsabilité, les sous-préfets de Yaoundé 3 et 6 veulent l'établir. Nous avons scellé le lieu de culte. Cette église n'a aucune existence légale. Et lui-même, le pasteur, il est en cavale. Autre épisode qui relance le débat des églises de réveil, qui au contraire endorment l'esprit des fidèles. Et on en connaît qui ont un esprit éveillé en ce moment, c'est les populations autochtones dont la journée c'est demain. Et à propos, ils sont dans le vent de la lutte anti-Covid, la magie des écorces opère là-bas. Oui, effectivement, Steve, vous l'avez bien dit, la Journée internationale des populations autochtones se célèbre demain 9 août sous le thème Covid-19 et résilience des populations autochtones. Dans cette édition, incursion dans le campement Baka de Mayos, situé dans le département du Oignon, dans la région de l'Est, qui compte 400 âmes, un peuple autochtone qui combat à sa manière le Covid-19. Victorine Beguel. C'est un calme paisible alors que le ciel vient juste de dévoiler sa splendeur. Il est 6 heures du matin, ici au campement Baka de Mayos, situé à 10 km de Dimako, région de l'Est. Dès les premières heures de la matinée, le village s'est vidé de ses habitants, direction la forêt. Seuls les enfants et les personnes âgées alimentent la contrée. Maintenant, si c'est le moment où tous les Baka partent en forêt, il y a la récolte des fruits, les mangues sauvages, il y a comme le cacao de l'Ombaka, il peut cueillir et venir vendre. Dans ce campement vivent environ 400 âmes. D'autres communautés venues s'associer au Baka, majoritaires à Mayos. Malgré ce brassage de culture, l'homme Baka est resté attaché à sa culture. La preuve, par ces temps de Covid-19, les mesures barrières édictées par le gouvernement n'ont pas trouvé un terrain fertile ici. La forêt, l'allié de toujours, est plus que jamais sollicitée. On a les écorces amères, comme on a le bibinga, le moabi. Quand on prend ça, ça nous donne un peu de protection pour éviter le coronavirus. L'école publique de Mayos a dû suspendre ses activités à milieu d'année scolaire, comme partout d'ailleurs au Cameroun, le Covid-19 oblige. Et les élèves qui ont très vite intégré la vie communautaire sont conscients du danger qui rôde, c'est dire que le message en lui-même est passé. On doit laver les mains à chaque moment et du savon et l'eau. On doit porter le cache-nez. À la réalité des faits, la résilience au Covid-19 au campement Baka de Mayos est en bonne voie. Insertion socio-économique des jeunes dans le Mayodana Sud, c'est à travers le projet dénommé Espérance, Jeunesse et Développement. L'initiative vise à former 250 jeunes et femmes aux activités génératrices de revenus. Elle a été lancée officiellement à Doukoula en présence des autorités administratives et du promoteur, l'honorable Célestin Tabouli. Francine Djaba, CRTV Extrême Nord. Pour cette première phase du projet Espérance Jeunesse et Développement, 250 jeunes et femmes de Datcheka, Kalfou, Karaï et Tchatibali sont visés. Cela contribuerait à pouvoir recruter quelques jeunes qui pourront être autonomes et également contribuer à la lutte contre ce chômage. Pour une meilleure insertion socio-économique, les bénéficiaires sélectionnés selon un certain nombre de critères, après une formation, vont disposer des activités génératrices de revenus. C'est un projet qui vient à coup sûr impulser les actions du président de la République. Nous sommes très rassurés que le projet sera bien mené sur le terrain. En lançant le projet en présence des maires des communes concernées, le représentant du préfet du Mayo-Danaï a demandé aux bénéficiaires de saisir cette opportunité pour s'auto-employer. Réunification du Cameroun, voici les anglophones. C'est le titre d'un nouvel ouvrage et c'est un ouvrage d'un confrère. Exactement, Steve Chega. Il s'agit du nouvel ouvrage de Kikishi Lawrence, journaliste ressortissant de la zone anglophone du Cameroun. Il a présenté cet ouvrage
intitulée « Réunification du Cameroun, voici les anglophones ». Une publication qui appelle à la paix et au respect des valeurs démocratiques. Napoléon Bonaparte Besson a feuilleté quelques pages. Pour avoir parcouru les coins et recoins du Cameroun dans sa longue carrière de journaliste, ayant intégré les SIC en 1996, Lawrence Kikichi partage son vécu et ses convictions à travers son ouvrage intitulé « Réunification du Cameroun, voici les anglophones ». On n'évolue pas, on recule. Et la guerre est venue encore gâter beaucoup plus les choses. Maintenant, on perd beaucoup de sang, beaucoup de citoyens meurent. Et ce n'est pas du tout gai à voir et entendre pour un pays qui était en paix pendant des années. Autour de la table du débat organisé à l'esplanade de la cour arrière de la CIATV littorale, les hommes des médias, les historiens et les philosophes échangent. Dans nos télévisions, les partis politiques et d'autres associations ont envahi la scène. Et les populations, le lambda que nous sommes, n'ont plus accès à l'expression. Tel que chacun donne son point de vue maintenant par rapport à sa formation politique, associative ou même religieuse. Les grands sujets, la canne, le Covid, tout ça. Le citoyen lambda peut aussi avoir à dire et ce qui peut nous aider à bien gérer notre société. Donc il faut des forums comme celui-ci. Originaire de Djakiri, dans le nord-ouest, Lawrence Kikichi est chef du service Société et Culture à la CIATV, station régionale du littoral. C'est ainsi que s'achève cette édition de 18h du journal en français. Merci de choisir CRTV News pour vous tenir informé. Je vous invite à rester sur les programmes de CRTV News avec Steve Tchega pour la suite. Je m'en vois ravi. Merci Christelle Avon pour ces nouvelles. Je rappelle, si vous n'étiez pas là au début, 3 invités, Dr Francis Ategon, Dr Albert Zé, on va parler de santé, d'économie de la santé, c'est pas très courant, n'est-ce pas? On parlera d'économie du cinéma aussi avec Dieudonné, docteur Dieudonné Alaka. J'ai de la chance, 3 docteurs ce soir. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. Une entrée mise en musique par Nerd Jean qui nous vient du nord-ouest Cameroun. Yikfor Ila rentrant au village. Cette chanson, je l'ai téléchargée sur YouTube. Je ne sais pas si Francis Até m'en donnera la permission. Je ne sais pas s'il a eu les copyrights, mais je crois au moins que pour peu qu'il soit là ce soir, on a l'exclusivité du clip. Good evening. Welcome. Good evening, my brother. We like this song. C'est une chanson, comme disait, de vivre ensemble. Et tout à l'heure, le preneur de vue, Narcisse Sanjo, me taquina en disant j'espère que tu vas soutenir une thèse sur les chorégraphies, par exemple, comme celle-là. Je suis heureux ce soir d'être entouré de Dr. Welcome Horsemore. Non, c'est le plaisir est la nôtre. Yes. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve sur un plateau comme ça. Merci. Et ça prouve du sérieux
de présentateurs de la chaîne. Et j'en profite pour féliciter la gestion de CRTV News, parce que you are going places, hein? Vous faites de bonnes choses. Et nous devons tout cela au top management, au chef de chaîne Evelyne Ouone Somba. Merci en tout cas. Et sur cette direction éclairée, nous rendons compte de l'actualité à l'écran de l'actualité ce soir. Vous n'êtes pas seul. Je vous avais annoncé qu'on aurait la compagnie agréable de Dieudonné Alaka, il est producteur de ciné. Bonsoir. Bonsoir Steve. Comme lui, tout fraîchement docteur. Qu'est-ce que ça fait quand on est dans son nouveau costard de docteur? Évidemment, je me suis posé la question dans le monde de la soutenance, qu'est-ce que ça changeait en moi? Et je me suis rendu compte que j'avais la même intelligence, j'avais la même corpulence, j'avais la même réflexion. Et il n'y a que le petit titre de docteur, évidemment, toute l'ambiance, la reconnaissance et évidemment la responsabilité qui va avec. Qui s'ajoute, évidemment, on est conscient de tout cela, mais à part ça, Dieudonné Alaka est toujours la même personne. Et votre science, votre intelligence nous aidera à comprendre l'importance du cinéma documentaire ce soir. Le petit DR, mais pourtant un grand doctorat, comme celui de Dr Albert Zé, qui est avec nous ce soir, auteur d'un livre qui donne une alerte sur la reconfiguration du système de santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir Steve et bonsoir aux autres docteurs. On est à l'aise. C'est moi qui ai la chance de vous avoir. Ce soir, je voudrais partager rapidement quelques faits d'actualité avec vous. Après avoir vu ces images de l'incendie maîtrisé du musée national, on est heureux de ce que des photos comme celle de Douala Mangabel aient été sauvegardées. Et comme d'autres héros de l'histoire, Martin-Paul Samba, Gossodine, c'est le mois d'hommage aux héros de l'histoire. Et d'ailleurs, à propos, une semaine d'hommage à Douala, le Tete Combo, un hommage mérité, un hommage qui marque les mémoires, toute une semaine. Et je vous invite à vivre un moment, celui que les chefs traditionnels ont rendu à Rudolf Douala Mangabel pour sa foi inébranlable. L'histoire est racontée par Gaël Moudiondedi. Pour ce second jour de commémoration de la mort du roi Douala Mangabel, 105e édition, le recueillement s'est déporté sur le caveau des rois, derrière la pagode au cœur de Bonanjo. À la tête des cérémonies, le roi Bel. Ce que nous venons de faire, tout simplement, c'est de lui exprimer notre affection et surtout le fait que nous sommes en train de nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous tous, puisque finalement, il est à la fois, bien sûr, mon arrière-grand-père, il est à la fois le père du royaume Gwengo, mais il est aussi celui qui, le premier, a fait le tour de nos quantités camerounaises. Très attendu, la journée du mercredi 5 août dédiée à l'hommage des Doualais et des Doualaises à l'endroit de nos héros disparus. Tete Combo, c'était 105 ans après, un hommage. Et dit comme ça, c'est des événements ponctuels qu'on retrouve sur le calendrier. Et pourtant, par devoir de mémoire, et je vous ai fait ce clin d'œil-là, docteur Dieudonné Alaka, le cinéma aussi, documentaire notamment, peut faire quelque chose pour ces héros-là. Évidemment, moi, quand je regarde ce genre de moi, je suis un tout petit peu rassuré. Vous savez, dans notre pays, on a un tout petit peu négligé l'aspect mémoire et on a oublié que le cinéma, et comme vous le dites Steve, plus particulièrement le cinéma documentaire, est fondamentalement un cinéma de mémoire. Mais maintenant la question se pose là, comment est-ce qu'on peut avoir des films qui célèbrent nos héros? Comment est-ce qu'on peut avoir des instruments, alors des outils cinématographiques qui permettent de sauvegarder cette mémoire, ces héros, de manière à ce que nous transmettons cela aux générations actuelles et futures? C'est là toute la question. En tout cas, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, des gens comme nous, peut-être notre petit bavardage, entre guillemets, permettra à ce que nos dirigeants prennent conscience du fait que nous ne pouvons pas construire une société sans mémoire. Nous ne pouvons pas construire une société sans histoire. Des héros de l'indépendance de notre pays comme Douala Mangabel, nous en avons des centaines, voire des milliers. Et cela va non seulement de simples figures comme Douala Mangabel, à notre vécu. Vous savez, depuis quelques jours, je passe dans les rues du Yaoundé, je vois des rues qui portent les noms des héros.
Nous devrions avoir dans ces pays des monuments publics qui portent les noms de nos héros. Nous devons avoir des places publiques, nous devons avoir des musées dédiés. Je prends l'exemple de Mano Dibango, dont on n'exploite pas assez le nom et l'image. Le nom et l'image. Donc, autant de questions qui se posent. Et je pense, pour moi, qu'une piste peut être évidemment tracée avec le cinéma documentaire. Et pour que les paroles ne s'envolent pas, il y a des écrits qui restent. Ça nous fait faire un clin d'œil à quelqu'un qui est très prolifique, Félix Betbo, auteur d'un livre intitulé Sur les rues de Douala, justement avec des hommages, des noms des héros de l'histoire. D'autant aussi de m'asseoir, j'ai pu me souvenir qu'il y a quelques jours, vous souteniez toute une thèse de doctorat sur le cinéma documentaire en Afrique, questionner la transmission, vous parlez de mémoire. Je vous invite à revisiter, à revivre ces moments-là. C'était ici à Yaoundé. Ici en projection, un film documentaire produit par un cinéaste africain. Le contenu et la qualité des images sont loin de refléter la réalité sur le continent. Le plaidoyer de ce candidat au doctorat PhD en art du spectacle et cinématographie est d'avoir un spectacle plus réluisant de la réalité sur le continent. Si je viens filmer Yaoundé pour montrer que Yaoundé est propre, l'autre viendra filmer pour montrer que Yaoundé est sale. Donc on a deux visions différentes et nous nous plaignons tout le temps que la vision que l'Europe a de nous, elle est négative. Il faudrait donc que nous mettons en place notre propre vision. La thèse fait face aux remarques du jury constitué d'éminents enseignants. Au terme du choc des idées, la sentence tombe. Mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous avons primé cette innovation, tant au niveau de l'institution, à savoir l'université de Yaoundé 1, qu'au niveau du candidat. Ces travaux de recherche pourront aboutir à la formation plus accentuée dans la cinématographie au Cameroun. Je m'adresse maintenant à un gardien de l'actualité, peut-être le journaliste d'abord, Francis Atte. Few minutes ago, you were congratulating him. J'ai entendu dire, vous avez pu mobiliser tout un professeur, le professeur Jafam Dongo. Ouais. C'est dire combien il y a un peu de professeur, crédit. ministre, patron de l'enseignement supérieur, Yeah. c'est pas évident. Yeah. Et ça démontre l'importance du sujet. Et surtout quand on voit le score, on a envie de dire congratulations again. Yes. Thanks so much. So he's talking about memory, gérer la transmission, questionner la transmission. Ce n'est pas seulement une affaire de cinéaste, ça vous parle aussi. Quand vous dites par exemple Ikfa Hila, rentrons au village, c'est pour aller chercher quelque chose pour le futur. Absolument. Vous savez, si vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir là où vous voulez partir. C'est absolument important de conserver, de faire tout, de conserver toute notre richesse culturelle, historique, parce que ça nous permet de connaître où nous voulons partir. Ailleurs, il y a des conservatoires qui sont construits, il y a, bon, tout à l'heure on parlait du musée qui a frôlé incendie maîtrisé, heureusement. Mais vous pouvez imaginer ce que le Cameroun aurait perdu si ce bâtiment vraiment s'embrassait. Donc, moi je pense que c'est très important qu'on fasse plus pour valoriser notre passé, déjà à travers la nomination des rues, la construction des monuments, la nomination de certains édifices avec les héros camerounais, les héros africains, parce que cela, c'est une inspiration formidable pour les jeunes qui voudront travailler pour devenir comme ceux-là qui sont partis. Merci pour cette contribution. Elle nous fait introduire un autre sujet. Et ça, je la partage, cette nouvelle, avec vous, Dr Albert Zé. Je la partage avec vous parce que là où vous avez présenté le livre, à cet endroit également, il y a eu un événement qui s'est appelé le Festival international du cheveu afro-naturel et des dreadlocks, et avec une identité forte au Black is Proud, Black is Beauty. Je vous invite justement à revivre quelques moments avec Laro Njo. Elle est anthropologue et le meneur de l'exposition.
sujet vraiment riche. Et nous nous sommes rendus compte que les uns et les autres avaient besoin d'une plateforme pour pouvoir exprimer quelque chose. C'est un combat, comme eux-mêmes disaient, pour pouvoir exprimer ce combat-là, pour pouvoir véritablement déposer leurs âmes et dire, voilà ce que nous avons, comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'accepter, qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de faire comprendre au public que, en fait, le cheveu africain n'est pas mauvais, il est plutôt de bonne qualité et qu'il faut juste un peu l'entretenir et bien le garder pour qu'il soit aussi beau, qu'on doit s'accepter tel que nous sommes. On ne doit pas chercher à transformer nos cheveux. The exhibition is to show the value of your hair and the role that it has to play to the self, myself and I. And the self comes with a leadership. You see, which that self, we are all leaders, and unless we are able to navigate within ourselves, we will not be able to bring out that leadership that is in us. And the hair and everything is that culture, is that identity that we have. It's part of us, and the exhibition is just trying to show how we are able to bring out this identity. You see, this hairstyle, this cultural heritage that has been handed down for us long time ago. We are just trying to see how we can navigate with them gradually, promoting it and making the society to accept the realities of our nature. Thank you. How were they cast, all those pictures? Yeah, it was really difficult for us to have the casting of these artists, because before coming up with them, the corona crisis and everything, coming with these guys, coming to them, they were a little bit skeptical, you see. And it's the first exhibition ever of this hairstyle, of the afro and everything, and asking people to send their pictures, you see, from different country to another country without really knowing what they have to do with their picture to expose. It was a little bit complicated and difficult, but gradually discussing with them and making them see the vision and everything, you softened their hearts somehow, and they accepted to be part of the exhibition. And if you look clearly, the qualities of our pictures are not really that detailed, because the format in which they sent it was not really complete, because they were afraid, they were really skeptical. But we are finally happy that they made up the choice of being part of this great exhibition. Yama. Thank you. We like it. Vous avez reconnu votre étudiant? Bah oui, effectivement. On peut en dire beaucoup de choses sur les éléments patrimoniaux qui constituent notre culture. Et des éléments patrimoniaux auxquels le docteur Albert Zé attache un prix fort. D'ailleurs, quand on parle d'identité ou surtout d'histoire, il a envie de réagir. Oui, effectivement. Il faut comprendre ici que tout ceci a un aspect d'enseignement, parce qu'il faut comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui constitue un patrimoine pour ceux qui viennent après nous. Et c'est très important aujourd'hui, lorsque nous regardons par exemple la situation socio-économique de notre pays, on se rend compte qu'on a des jeunes qui sont pratiquement en perte de rêve, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de rêves comme à notre époque où on avait pratiquement des rêves un peu plus fous, où nous pensions changer le monde, et tout simplement parce qu'on avait des aînés justement qui nous permettaient d'avoir ces rêves. Aujourd'hui, on a un peu une société qui va dans tous les sens, parce qu'il faut absolument qu'on essaie de canaliser et de proposer aux jeunes toutes ces expériences et tous ces modèles qui sont partis, et c'est très important. Je prends souvent un peu l'exemple du déplacement de certains jeunes vers l'Occident. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des programmes éducatifs et tout ce qu'on nous présente qui nous font plutôt la valorisation de la culture des autres. Et pendant à ce moment, on se retrouve donc en train de vivre en quelque sorte en Occident étant au Cameroun, et forcément ça nous donne envie d'aller découvrir tout cela. Donc moi je crois que toutes ces initiatives qui sont en train d'être menées aujourd'hui sont très importantes pour valoriser justement notre patrimoine et permettre à nos jeunes de pouvoir comprendre qu'on peut effectivement être quelqu'un, comme on le dit, dans notre pays. Avec des arguments de développement durable, construire aujourd'hui pour mieux
se sentir à l'aise demain. Et c'est un peu aussi votre motivation. Vous êtes contre ce brain drain, cette fuite des cerveaux. Vous êtes revenu, notamment au-delà de vos travaux. D'ailleurs, on va parler de vos prix, du prix que vous avez décroché en Côte d'Ivoire l'année dernière dans nos figures de style. Mais ce qui fait l'actualité, c'est votre livre qui vient au chevet du système de santé au Cameroun. D'ailleurs, je vous invite à revivre les moments forts de cette dédicace. C'était avec Azégué. Les politiques de santé mises en place au Cameroun depuis l'indépendance sont obsolètes. C'est le point de vue que développe l'économiste de la santé dans son ouvrage intitulé « Stratégie de mise à niveau du système de santé au Cameroun ». Nous n'allons plus sur des sentiers battus qui voudraient que nous importons des politiques de santé comme on l'a toujours fait. Il s'agit ici de porter une réflexion sur des politiques de santé spécifiques à la situation socio-économique du Cameroun. La nouvelle vision visant à optimiser l'offre de soins de santé au Cameroun prend également en compte les risques sanitaires. Nous proposons qu'il y ait justement un protocole de prévention des risques sanitaires qui permet donc à notre pays de pouvoir être prêt à une éventuelle crise sanitaire qui peut s'avérer aux portes de notre pays. L'ouvrage de 50 pages est préfacé par le professeur Hachimi Sani Yaya. Il est édité par l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Notons par ailleurs que l'auteur a été élu meilleur chercheur africain en économie de la santé en 2019. Et c'est le Cameroun qui gagne. Merci pour ces nouvelles. Stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais. Restez avec nous. Dans l'art de se comprendre, tout à l'heure, on y reviendra. On fera également un clin d'œil au professeur Emmanuel Eben Moussi, que vous connaissez, quelqu'un qui a également travaillé, écrit sur la santé. Mais rapidement, je vous invite à tendre l'oreille à peut-être une querelle sur le droit d'auteur. Est-ce que finalement on va retomber sur les bonnes notes? Peut-être que Dr Francis Atte va nous aider à avoir une compréhension éclairée. Mais avant, revivez le film de, j'ai failli dire son sacre, non, peut-être que c'est trop posé, mais c'était les images de sa soutenance. Il passait de Francis Atte Ngon à docteur en droit d'auteur. Merci Adèle Sylviane Kalga. Appelez-le désormais Dr Francis Atte Ngon. Le candidat au PhD des sciences de l'information et de la communication, en 305 pages, dépeint le malaise de la musique camerounaise, souvent prise au piège par une connaissance limitée de l'outil Internet à l'heure du numérique. Nous arrêtons le déclin que nous vivons depuis des années où pratiquement c'est le rythme étranger qui prime chez nous. Nous pensons avoir dépisté le problème et que si les recommandations sont appliquées, sont suivies et appliquées, je suis sûr que ça va aller. Son sujet de thèse, Social Media Promotion of Copyrighted Cameroon Music, répond aussi à la place des médias sociaux dans la promotion des œuvres et donne quelques pistes de sortie de l'isolement. Le candidat va même plus loin et propose un modèle au profit des artistes. Le candidat a proposé un modèle. Il a proposé un modèle qui est mis surtout à la disposition des artistes pour que ceux-ci puissent tirer profit, n'est-ce pas, de l'usage d'Internet. Après une analyse poussée par l'œil des professionnels que constitue le jury, les travaux sont sanctionnés par une mention très honorable, une contribution de recherche remarquable qui améliore la visibilité et valorise davantage l'œuvre de l'artiste. Mention très honorable et nous aussi, nous sommes honorés de l'avoir sur ce plateau chez nous les artistes. Merci d'être avec nous. Justement, on en parle, si on en parle et si on l'a invité, c'est que dans l'actualité, il y a des fausses notes, des querelles sur les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. La Société camerounaise des droits voisins avec Aladi Touré et sa clique, ça grince un tout petit peu, on y reviendra. Mais je vous invite à suivre quelques faits, notamment le conseil de l'administration de la SONAC, qui était un peu particulier. Il s'est tenu à Douala entre deux lignes, la répartition des droits d'auteur, mais surtout l'urgence de s'arrimer à la digitalisation. Salaciel et Fan Fantoma nous font quelques
s'exprime à propos. Est très important pour nous parce que notre vraie répartition c'est cette fois-ci. Les autres fois c'était la répartition spéciale. Ensuite il y a eu une répartition où le montant était égalitaire à tout le monde comme une avance sur répartition. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que il y a un tournant sur la plateforme de l'art musical où on est passé à la numérisation. On est passé dans les plateformes qui permettent aujourd'hui aux artistes qui hier travaillaient avec les DRM, le nombre des chansons vendues, les CD. Non, on n'est plus là. On est en train d'avancer pour expliquer aux artistes qu'il y a des contrats qui ont été signés avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc, avec le Gabon et ainsi de suite, pour qu'il y ait plus de que notre cagnon soit plus gonflé. Ensuite, on mettra sur pied un comité d'évaluation pour la période Covid-19, l'impact que ça a eu sur les artistes camerounais et qu'on aura, dans un mois, on va remettre la copie, on va remettre nos doléances au gouvernement pour qu'on puisse venir en aide aux artistes camerounais. On a toujours fait les choses en mode classique, mais c'est la raison pour laquelle les jeunes, nous faisons partie de ce conseil parce que on peut dire ce qui se passe actuellement. On est plus présent dans les réseaux sociaux, on est plus présent partout dans le monde. Étant un artiste qui est un peu plus exposé à l'international, aujourd'hui, la digitalisation, c'est là où il y a l'argent. Aujourd'hui, si un artiste veut vivre, il faut qu'il comprenne le monde digital. Voilà. En 2019, j'ai été l'artiste de l'Afrique francophone le plus streamé. Et croyez-moi quand je vous dire que c'est là où il y a l'argent. C'est pas le monde classique comme on faisait avant. Et même en termes de partage des droits, même en termes de partage des droits et savoir à qui revient quoi, quand c'est digitalisé, c'est plus transparent, c'est plus... Et donc je crois que ce conseil, on est en train de voir aujourd'hui comment réussir à apporter cette digitalisation à 100% au Cameroun pour éviter les discussions et le manque de confiance de la jeunesse aux sociétés de droits d'auteur parce que ça a toujours été un problème, la jeunesse qui manque de confiance. En train de regarder dans cette direction et signer des accords avec des plateformes digitales parce que toutes ces plateformes-là, ils paient des droits d'auteur. Les droits d'auteur de Spotify, iTunes, YouTube, tous ces gens, en dehors de l'argent qui payent directement pour la diffusion, il y a les droits d'auteur derrière. We are here because we want to bring in the new generation way of working. Today, music is digitalized, and we're trying to take away to deal with the classic way of doing things and making things more digital because that's the future, that's the present, and that's the future. And it also permits transparency in the sharing of rights. Who gets what? It's not because an artist is 30 years or has a 30 years old career that automatically he has to get more money than the younger artist who has 2 years but who's the person that is being more played. Thank you very much for this reaction got by Marie-Gabrielle Fege and Guy Moka of CRTV Littoral. So he said it making it most digital. Yeah, but there is a serious problem. Il y a un problème très important que nous sommes en train d'aborder et il ressort de mes recherches. Alors, j'ai d'abord on a mis si près du but, on aurait dû mettre un point d'interrogation, on en est loin? On en est encore un peu loin, sauf que l'État prend déjà conscience du problème et c'est quand la Convention de Rome sera ratifiée que Salatiel pourrait vraiment gagner à hauteur de la valeur de sa présence sur les réseaux sociaux. Pour que les Camerounais gagnent, il faut d'abord que le Cameroun ratifie la Convention de Rome qui date de 1961. Oui. Et à l'époque,
on était à la transition entre la colonisation et l'indépendance. Et malheureusement, après l'indépendance, la SACEM a dû gérer jusqu'en 1972. Et entre-temps, cette convention était déjà ratifiée. C'est grâce à cette convention que les posts sur les réseaux sociaux sont contrôlés et que la musique, les artistes, par leur présence sur les réseaux sociaux, sont rémunérés. Mais jusqu'aujourd'hui, les pays qui n'ont pas ratifié doivent passer par les pays qui ont ratifié. Donc, quand Salatiel, par exemple, veut prendre ses droits sur Spotify, sur Facebook, il doit passer par une société, une agence, dans un pays qui a ratifié. Généralement, c'est la France. Et donc, vous abonnez d'abord à une agence ici, qui est agréée à une agence, qui est liée à une agence dans un pays qui a ratifié. Et c'est cette agence qui peut aller directement maintenant demander. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a un code qui est attribué à toute œuvre. Et ce code prend le pays, c'est-à-dire des nationalités, la nationalité du pays qui déclare. Ça veut dire que Salatiel, les œuvres de Salatiel sont reconnues à l'international comme les œuvres françaises. Par contre, les autres œuvres camerounaises. Et moi, je vous dis, suite au bruit que CRTV et les autres médias ont fait à notre soutenance, j'ai été contacté par le directeur au ministère des Relations extérieures qui est chargé de travailler des affaires légales pour que cette ratification soit faite. Et j'ai rendez-vous avec eux mardi pour les expliquer et surtout les dire ce qu'il y a lieu de faire pour que le Cameroun s'arrime. Alors, ce n'est pas mal pensé, Salatiel, qui veut s'arrimer à l'ère de son temps, on va dire le temps digital, il faut compter sur le numérique, mais il y a quand même des grilles de répartition, les basiques qui n'ont pas encore été remplies normalement à Dieudonné Alaka. Mais Steve, moi je suis évidemment très content du fait que le docteur Até commence et fait un travail de recherche là-dessus, mais la question qu'on a au Cameroun, c'est que lorsque un problème arrive, on cherche très vite à s'accommoder au contexte international, sans toutefois visiter les prérequis, voir les mécanismes et la structuration. La digitalisation, c'est une très bonne chose, le numérique, c'est une très bonne chose, mais la vraie question à laquelle il faut répondre, pas seulement au niveau du droit d'auteur, au niveau de la musique, les mêmes questions se posent au niveau du CMA, des arts plastiques, au niveau du droit voisin. La vraie question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce qu'on met les fondamentaux, comment est-ce qu'on met les mécanismes et comment on structure le droit d'auteur au Cameroun. En une certaine période, moi j'étais un tout petit peu content du fait que le Premier ministère a piloté la mise en place des grands groupes de droits d'auteur. Et la chose dont je m'attendais après, c'est qu'on fasse venir les experts. Il y a déjà le docteur Até qui fait partie de l'un des experts du droit d'auteur. Il fallait donc faire venir des experts qui vont étudier les possibilités de signature des conventions dont vous parlez, des partenariats, comment mobiliser les grands groupes du numérique que sont Facebook, YouTube, Amazon et j'en passe. Parce que ces gens viennent, évidemment, nous sommes saturés. Tous les matins, il y a des publicités qui passent, il y a de la musique qui est diffusée, il y a Orange, MTN et tout cela sans publicité, bien sûr. Mais on se demande comment l'État régule la gestion du droit d'auteur avec ces grands groupes du numérique. Si je prends l'exemple de la France, effectivement, vous avez vu les lois que l'Assemblée nationale a adoptées tout récemment en France qui s'appliquent au niveau des impôts avec le groupe GAFA qu'ils appellent Google, Amazon et autres. Facebook et Donc, la question se pose là. Comment est-ce que l'État du Cameroun signe les conventions? Comment il structure au niveau de la législation la gestion du droit d'auteur? Comment on organise les collectes des droits et comment on redistribue? Parce qu'on ne peut pas se permettre dans un pays aujourd'hui au XXIe siècle de confier la redistribution des droits d'auteur au ministère
de la culture. Ça, c'est dépassé. Acceptez que le docteur Albert Zé réagisse. C'est aussi à l'économiste que je parle là. Il s'agit bien d'une économie de réseau qui traverse les frontières. Vous téléchargez vos musiques où quand vous voulez écouter, vous les prenez. C'est évident que c'est plutôt YouTube qui nous ravitaille, nous tous. Ce qui est assez déplorable de savoir que nous passons plutôt par les autres pour pouvoir écouter la musique de chez nous. C'est un problème très important qui n'est pas seulement du domaine de la musique, parce que ici là je pourrais évoquer également ce même problème dans le domaine de la recherche, puisque aujourd'hui si nous avons des mauvais classements en termes de performance des universités, c'est justement parce que nous publions nos recherches ailleurs et qui ne sont plus comptées comme les recherches camerounaises. Donc c'est ça véritablement le problème. Il faut relever ici que nous avons un vrai souci dans notre pays, c'est que nous sommes toujours surpris par les événements. Parce qu'on aurait dû comprendre depuis que nous sommes en train d'aller vers une numérisation, une digitalisation de tout. Et on devait prendre justement des propositions, des experts qui avaient déjà une certaine vision là-dessus. Donc, vous voyez, le problème qui se pose ici est réel parce que lorsque ce que le docteur Até vient d'expliquer se produit, c'est pratiquement l'État du Cameroun qui paie. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les sociétés qui prélèvent justement au niveau des réseaux sociaux ces taxes, ces droits, prennent des taxes pour l'État français qui justement a mis ce et donc c'est des fuites. Donc forcément, vous voyez que l'État du Cameroun a une bonne partie de ces taxes qui sont plutôt récupérées par d'autres pays par lesquels les artistes sont en train de passer. Donc il n'est pas seulement question de vouloir mettre les artistes dans un standing international, mais c'est également à l'État du Cameroun qui cherche des moyens pour pouvoir développer un certain nombre d'infrastructures et de projets de développement, de pouvoir saisir cette opportunité et cette piste de financement qui est très importante. Donc nous avons tout intérêt à réorganiser cette histoire le plus rapidement. You want to say something, Dr. Yes, I want to come back a little bit to what Dr. Laké said. He touched on something very important. En fait, la primature avait décidé d'assainir sur instruction du chef de l'État. Et malheureusement, ce processus n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de la digitalisation. Mais même les droits d'auteur qui sont collectés, leur rôle c'est percevoir et redistribuer. Mais je vous dis, on n'est même pas à 2% du potentiel. Et ça, c'est parce qu'on a donné, il a évoqué ça, aux gens qui ne comprennent rien. Je vais vous dire quelque chose. Mercredi passé, il y a deux artistes, Jean-Pierre Sommet et Dieudonné Numbici, qui ont fait une démonstration formidable au ministère du fait que si vous regardez de janvier à mai, et qu'il y a des mois où rien n'a été perçu, et que vous avez les structures des sociétés avec des personnels qui sont là, qui ne font rien. Et si on prend, parce que ce n'est que la CRTV qui paye, pour l'instant, c'est une aberration. Si on prend des débits de boissons, rien que les recherches auprès de Sinadebok, qui est le syndicat, indiquent qu'il y a 300 000 débits de boissons au Cameroun. Bon. Si chaque débit de boisson paye seulement 10 000 francs par an, vous multipliez, on a à des milliards. 10 000, c'est trop. Mais non, je vous dis. On a même 200 francs, c'est pas. Je dis que nous sommes à des milliards, voilà, mais on tourne. Bah oui. Et on revient, on vous dit non, on va parler d'utilisation. On ne peut même pas en parler parce que le cadre n'est pas encore. Le cadre n'est pas encore là. Les mécanismes n'existent pas encore. Il y a les experts dans ces domaines à qui on doit confier ce travail et que le travail soit fait. Moralité, le cadre réel doit être retravaillé avant même de tomber dans l'économie virtuelle. Merci d'être... Si vous permettez vraiment, moi je voulais pour que rapidement, ce soit très clair. On va passer à l'autre thème. Dans l'esprit des Camerounais, je ne suis pas expert en droit d'auteur, il y en a un à côté de moi. Pour aller un peu au bout de ma réflexion, j'ai dit le Premier ministre avait structuré les grands groupes de droits d'auteur. Si c'était le Premier ministre, la seconde chose à faire, c'était de faire appel à des cabinets indépendants, par exemple, avec des experts camerounais étrangers qui vont structurer ces sociétés-là. Qu'il y ait 10 sociétés, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y ait des indépendants
et que les artistes comprennent que leur place est dans la création et qu'ils quittent les sociétés de droit, c'est par leur place. Formidable. Et on laisse les experts gérer la question de droit d'auteur de manière transparente et indépendante. Ils vont collecter, évaluer, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. On va collecter dans tous les bars du Cameroun et redistribuer ce qui revient aux artistes avec des proportions convenables et non les 20 000 francs que nous voyons. Et qui font beaucoup de querelles sur les réseaux sociaux. Merci pour ce moment, merci de partager votre science. Et justement, elle est disponible. On parlait de musique, le cinéma également s'invite sur les réseaux sociaux, les salles de cinéma ont fermé, les plateformes de diffusion existent. J'ai failli m'intéresser aux producteurs que vous êtes. Vous dites, je produis au Cameroun des films, même si on ne les regarde pas au pays, mais je vous pose la question, comment vous faites pour vous en sortir? Moi, effectivement, la question dont on parlait tout à l'heure sur les droits d'auteur, on peut épiloguer là-dessus, on va épiloguer sur la production comme on est en train de le faire. On va toujours revenir au point de départ. Moi, j'ai étudié effectivement le cinéma, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait des études de production. Aujourd'hui, j'ai un PhD dans le domaine du cinéma. Ça veut dire que j'ai accumulé une certaine expérience qui m'a permis de voir au niveau de l'international. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour pouvoir produire des films, que ce soit au Cameroun, au Mali, en France, en Centrafrique, je passe par des coproductions. Ça veut dire quoi, coproduire? Coproduire veut dire on met deux pays ensemble, deux ou trois pays sur un même film. Ça peut être un film camerounais, marocain, malien, gabonais. On met deux producteurs ensemble et chacun est chargé d'aller chercher de l'argent un peu partout. Et tout cet argent, on le met ensemble, on produit le film. La particularité, effectivement, quand moi je vous disais dans les coulisses qu'on ne voit pas les films que je produis au Cameroun, effectivement, parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'infrastructure au niveau du Cameroun. Du coup, lorsque tu produis un film, on ne peut pas le voir parce qu'il n'y a pas de salle. La CRTV, qui m'a fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, ne participe pas à des coproductions importantes avec des producteurs sérieux et ne peut pas montrer de ce fait les films que nous avons produits au public camerounais. Et c'est justement une gageure. Parce que lorsqu'on fait un film au Cameroun, je crois que vous parliez tout à l'heure d'imaginaire, de transmission, nous parlons tous de transmission, on ne peut pas se permettre de ne pas nous voir à l'écran. C'est justement le combat que moi j'essaie de mener aujourd'hui, c'est-à-dire si nous produisons des films, il faut que notre population regarde ces films-là parce que c'est à partir de là qu'ils auront des repères. C'est à partir de là que nous allons trouver une manière propre à nous de voir, de penser le monde. Alors, les pensées sont idéales. On sait, le cinéma, on l'a toujours dit, sous tous les cieux, ça force dans le soft power, ça force dans la diffusion de la culture, mais le modèle est semblable à ce qu'on a peut-être en santé, où on se dit, il faut que ce soit un cinéma, une industrie au-delà de l'art, que ce soit une industrie qu'on finance, qu'on rentabilise et pour laquelle on produit. Bien sûr, très intéressant, mais quand on parle d'industrie, excusez-moi... Le modèle est facilement dessiné, mais qu'est-ce qui bloque? C'est la même question qui se pose avec le droit d'auteur, c'est-à-dire que l'État camerounais ne sait pas poser les questions sur les prérequis, sur la structuration, sur les mécanismes. Tant qu'on ne met pas la fondation dans une discipline, dans un domaine, elle ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que tant que, j'ai eu la chance de le dire l'autre jour au ministre de la Culture lors d'une réception, si on ne structure pas, si l'État n'accompagne pas, on n'aura rien 100 ans après. Et quand on dit accompagner, ça ne veut dire pas mettre de l'argent. Parce que quand nous on dit qu'il faut produire des films, moi je vous ai dit je produis des films, le Cameroun n'a jamais mis un franc dans les films que je produis depuis quelques années. Mais comme nous saluons vos efforts personnels, Ben oui, mais lorsqu'on dit industrie, pour moi j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, même lors de la soutenance, si tu l'as suivi, on m'a demandé de demander au ministre de l'enseignement supérieur quelque chose. Je lui ai dit, monsieur le ministre, les artistes veulent l'infrastructure. Point. Pour mettre l'industrie, il faut d'abord l'infrastructure. C'est l'État qui pense la réglementation, c'est l'État qui accompagne l'infrastructure. Si on va avoir 20 salles de concert aujourd'hui au Cameroun, si on va avoir 50 salles de cinéma, il suffit que l'État du Cameroun signe une convention avec la Chine. L'État met 10 francs, la Chine met 10 francs, on aura 50 salles le lendemain au Cameroun. Et moi, le producteur, je vais produire un film à 20 millions, je sais qu'il sera vu dans 50 salles, je vais rentabiliser, je vais employer les gens, je vais employer les jeunes, et 6 mois après, ce film sera rentabilisé, on va tourner un autre. Réaction. La question est réglée parce que l'État a mis en place l'infrastructure, l'État a mis en place les règles, la législation nécessaire, l'État contrôle, l'État accompagne, l'État peut ne pas financer
les acteurs culturels, les producteurs, les chefs d'entreprise que nous sommes, nous avons appris cela à l'école. Nous saurons comment faire pour industrialiser la culture et le cinéma. Et les structures vont tapisser sur le long terme. Il est bien soft. Yes. L'État doit financer. Je prends l'exemple du Nigeria. J'ai été au Nigeria plusieurs fois et j'ai visité les infrastructures des villages qui ont été construits par l'État pour donner un cadre. S'ils veulent tourner, il faut qu'il y ait les sites, qui créent les sites. Moi, je vous dis, le Nigeria a dû fermer et mettre l'argent pour que l'industrie soit où elle est aujourd'hui. Et cette industrie emploie les gens. Vous n'imaginez pas ce que ça ramène dans ce pays en termes de capital. Donc, c'est un investissement qu'on ne peut pas contourner. Décidément, et je vous dis, puisque les salles sont à la fin de la chaîne, mais il faut que, du début, que ça soit pensé. Il y a une politique qui peut être... Il faut associer les professionnels qui peuvent maintenant aider l'État à concevoir, à se doter du cadre qui puisse permettre à ce que les professionnels exercent. Le ton est à l'état d'alerte. J'imagine que c'est également la même humeur qui anime le docteur Alberzé. D'ailleurs, son livre en dit long sur stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais. Le dire, c'est des pages qui donnent l'alerte. Qu'est-ce qui a déclenché la rédaction de cet ouvrage? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre dans cet ouvrage, les motivations, c'est justement tout ce dont on est en train de parler ici. C'est le fait que j'ai fait une certaine évaluation des politiques de santé qui ont été mises sur pied depuis les indépendances dans notre pays. Et il n'y a aucune de ces politiques qui a apporté du fruit. C'est-à-dire aucune politique de santé n'a donné le résultat positif qu'on attendait. L'une des dernières... Peut-être pas à la mesure qu'on attendait. Je dis bien, aucune n'a donné des résultats positifs. L'une des dernières qui a fait beaucoup de publicité, Santé pour tous en l'an 2000. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez cette santé comme ça avait été prévu. Donc du coup, cette façon de voir les choses qui voulait tout le temps que nous puissions importer justement les politiques de santé qui viennent d'ailleurs et qui sont justement donc implémentées de façon harmonieuse dans plusieurs pays sans toutefois comprendre les spécificités de chaque pays. Donc ici, il est question de proposer une nouvelle version, une nouvelle vision d'élaboration de ces politiques de santé qui sont basées justement sur l'adaptation de la réflexion au niveau national. Donc en un thème comme en mille, il faudrait ici construire un système de santé purement camerounais et non un système de santé importé. Vous avez parlé d'un protocole de prévention des risques. Là, on est vraiment dans l'aléa de l'inconnu, mais vous proposez qu'on dresse une grille de sécurité. Ça veut dire quoi, protocole? En fait, le protocole de prévention des risques sanitaires, c'est un travail que j'ai justement publié il y a de cela 2 ans, parce que c'est une expérience que j'avais vécue avec Ebola. J'ai eu la chance d'être parmi un groupe de chercheurs qui avaient fait des travaux là-dessus en 2014. Et lorsque je suis donc rentré au pays, je me suis dit qu'il fallait faire des propositions en fonction des expériences vécues dans d'autres pays, de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre sur pied un protocole qui permet à ce que nous ne puissions pas être surpris par une crise sanitaire. Donc, il s'agit d'un ensemble d'éléments nous permettant de voir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape de la crise sanitaire. Il faut relever déjà ici qu'on a 2 types de crises sanitaires, c'est-à-dire qu'une en fonction des origines. Il y a, le premier type, c'est les crises sanitaires dont l'origine est interne, comme ce qui s'est passé en Chine, et d'autres crises sanitaires dont l'origine est importée, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, en fonction de ces différents schémas, il y a des mesures et il y a des étapes à
expliquer ou alors à exploiter. Merci, et ce sera avec beaucoup de plaisir. Après le journal d'Yvonne Ako tout à l'heure, on va continuer de feuilleter vos rêves, parce que c'est aussi des rêves. Hein. Il y a notamment la question de l'insolvabilité à long terme dans les hôpitaux. Vous y revenez avec un intérêt humain assez majeur. On y reviendra. On reviendra dans nos figures de style sur l'actualité, la carrière de Francis Attengon à côté du docteur. Et puis, par exemple, Dieudonné Alaka nous dira comment le cinéma documentaire peut venir au secours de notre mémoire. On parlait tout à l'heure des héros de l'histoire. Nous y reviendrons. Good evening, Yvonne Ako. Good evening, Steve. Welcome on Chez nous, les artistes. Ici, c'est chez vous. Thank you, Steve. We are talking about the National Museum. A fire outbreak has been reported there. Yes, Steve, the fire is said to have started at the technical block of the structure but was quickly contained thanks to the prompt intervention of the Fire Rescue Brigade in Warda. In Yaoundé, the National Museum was the presidential residence in the 1960s and has over 850 artifacts displayed representing Cameroon's rich cultural heritage from the 10 regions. It is a major point of attraction for many Cameroonians and visitors from across the globe. And artists in Douala have been drilled on the new law regulating artistic and cultural activities in Cameroon that went operational last July 2020. This was during a seminar in Douala to clarify artists on the content of the law, which has raised so many eyebrows. As you tell us, Rosalind Fossa from CRTV Douala. Law regulating artistic and cultural activities could be promulgated. Many artists were already lamenting over the worst years ahead of them as far as their careers are concerned. Meanwhile, the Ministry of Arts and Culture, through the July 2020 law, rather seeks to better organize the sector, which they say has been tarnished by unconcerned individuals. The worries of the men of culture, according to the Delegate of Arts and Culture for the Littoral, Dr. François Dimo, rather lies on the ignorance of the text. The Douala seminar with actors from various cultural and artistic milieux was thus to make them fully understand the strength of the new law, which they believe has come to add more flesh to what they have already been doing. The law, as the Arts and Culture Delegate explains, favors collective initiatives rather than individual projects. This to them is a strategy to make the entertainment industry in Cameroon more productive and far better than that of other African countries. Participants at the workshop were thus invited to belong to artistic and cultural associations depending on their art, given that the new law proposes a variety of sectors under which they can express their know-how. It is in this light that those to head the 24 posts put in place by the ministry at the regional level were installed into their new functions. An application on express delivery of goods and services has been created by some Cameroonians. Yes, Steve, this application helps many Cameroonians to order food, drugs, as well as gifts from this online application, and they can receive their orders after 1 hour 30 minutes, as you tell us, Marie Rafaela Ntolo. No need to continue worrying about purchasing. Thanks to the ingenuity of some Cameroonians, an application on express delivery is now available. With this application, you receive the goods purchased online in 19 minutes after buying. This application gives the possibility to internet users to benefit from home delivery of all their purchases like food, drugs, gas bottles, and even gifts. This application can be downloaded on smartphones or computers. Once an account has been created, a payment model is proposed to users for their purchase to be confirmed. The commands can be made through WhatsApp and Facebook via Messenger. This application stays accessible and open to all users every day from 8 a.m. to 9 p.m. for the delivery services, and prices are fixed to suit everyone independent of the age and social status. However, for the moment, this service is available only to people living in Yaoundé and Douala and intends to extend to other regions with time. We greet Baka people, Bageli people, and so on, because indigenous peoples will be celebrated, they will be celebrated tomorrow, August 9.
Yes, Steve, the International Day of the Indigenous Peoples is tomorrow. And you know, this group of persons face numerous challenges, and the coronavirus pandemic is worsening them further still. The Bororos people in the West region, mostly cattle rearers, are slowly integrating themselves in the society and taking up contemporary jobs in order to improve their standards of living. Let's have this report from CRTV West by Shanslin Nanze. Rearing, the main economic activity of the indigenous Mbororo people, has over the years obliged them to migrate from place to place in search of pasture. But as time goes by, many of them are beginning to abandon the activity, taking up menial jobs in major cities for survival. In Bafoussam, you will find them in coaching stations as carriers or as security guards. Integrating the society remains a major challenge. With the internally displaced people, most of them, they are not even being recognized here. They have not been. They have difficulties on documents. One of the issues too we have is the issue of social integration. Problems the Ministry of Social Affairs is working tirelessly to ensure are handled. The Ministry of Social Affairs has plans to develop projects with them in their areas of interest, notably those that have to empower the girl child and the women. We have a number of partners who are showing interest, notably in the areas of providing birth certificates for rural children. As the world celebrates the International Day of the Indigenous People, the wish of social affairs officials is to see more Mbororo children in school. Let's now bring you to this investigative report. Investigations have been opened by authorities of the Yaoundé 3 subdivision following the recent closure of a church, Tabernacle of Freedom. The owner of the church allegedly restricted some students from wearing their face masks and washing their hands during the BPC examination. Clarence Gay has been investigating on that story and now files in the following report. The dust is yet to settle following government closure of the Tabernacle of Freedom, a house of worship at the Mendong neighborhood 9 kilometers southwest of Yaoundé city center. This follows the disrespect of government barrier measures against COVID-19. It was alleged that the pastor of the church, Ngwa Tangana, stopped students from wearing face masks to sit public exams as prescribed by examiners. In keeping with his preaching, the students described the wearing of face masks and the washing of hands as devilage. This act, which has left many wondering, has been condemned by other men of God who think it is against the teachings of the Holy Bible to disobey the laws of a country. It's appalling, it's unfortunate, it's unacceptable. I'm sure that God is not happy with that because it is wrong. However, this couldn't have been enough reason to seal the doors of the Tabernacle of Freedom. The known respect of government's anti-COVID-19 measures seemed to be the last straw that forced officials of the Yaoundé 3 subdivision to shut down the church. Investigations are ongoing as the case is being handled by the divisional officer of Yaoundé 3 subdivision. You can follow the 7:30 p.m. newscast to get more insights on that story by Clarence Gay. And if you want to get the French version by Abubakar Abo, you can get it on the 8:30 p.m. newscast on the CRTV. Let's now take you beyond our borders. Out of Cameroon, let's go to Beirut for more information on the recent explosion that claimed over 100 lives. Our reporter Marie Rafaela Tolo also takes us to the U.S. and Sudan to discover President Donald Trump's lash out on his rival Joe Biden and a devastating rainfall in Sudan, respectively. Take a listen. Following the explosion that occurred in Beirut, causing high casualty, the owner of a cruise ship that was sunk by the massive explosion is filing a lawsuit against those responsible for the blast. In India, a plane carrying up to 200 people skided off a runway and broke into 2 pieces while landing at an airport in southern India amid heavy rain. According to authorities, 18 people were reported dead with 120 injured. China, on the other side, is leaving a sanction imposed by the United States on Hong Kong Chief Executive Carrie Lam and 10 high-ranking officials on Friday for their role in allegedly restricting political freedoms in the former British territory. More so, in USA, President Donald Trump billed his trip
to the U.S. state of Ohio on Thursday. As a chance to promote economic recovery, but he quickly pivoted to a deeply personal attack on rival Joe Biden and even questioned the former vice president's faith in God. Again, in southeastern Sudan, about 3,000 homes were destroyed and 10 people reported dead after a heavy rain that caused a dam to burst and collapse. This will potentially affect access to water for over 84,000 people. That report by Marie Rafaela Ntolo brings us to the end of this 7 p.m. newscast on CRTV News Channel. Les Artistes continues with you, Steve Chiga, and your guest. Thank you very much, Ivanako. Have a nice weekend, and thanks very much for all this news. Thank you. Have a nice weekend too. Same to you. La suite dans quelques instants. Merci d'être chez nous les artistes où nous feuilletons les faits majeurs à l'écran de l'actualité. CRTV nous ici toute l'info avec tous nos encouragements aux hommes et femmes en blues qui bravent le blues de la pandémie anti-Covid. C'est aussi un clin d'œil au système de santé qui est un tout petit peu ausculté par un de nos invités, le docteur Albert Zé, auteur de ce livre. Stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais. Il y va de l'intérêt et des patients et justement des médecins et infirmiers. On leur souhaitait ce courage-là. D'ailleurs, docteur, une fois encore, bonsoir. Et vous parlez d'améliorer l'accueil, la qualité de l'accueil dans les hôpitaux, gérer la question des insolvabilités ou encore peut-être la vieille question du financement. C'est vraiment beaucoup d'idées finalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le document, il est tout petit, mais il va tout droit au but, parce qu'il ne faudrait pas ici que 50 pages. Oui, qu'on perde le lecteur dans ce qui est important. Et toutes ces idées sont justement dans le sens de la construction d'un véritable système de santé et d'un système de santé qui est suffisamment adapté aux conditions socio-économiques des populations. Donc ici, il faut déjà savoir que chaque action recommandée ici dans les différents objectifs stratégiques, chaque action est effectivement tout un projet qu'il faut développer, toute une réflexion qu'il faut développer. Et ça fait vraiment du bien de savoir que vous évoquez le problème de l'insolvabilité des patients dans nos hôpitaux, parce que c'est une réflexion que j'ai déjà bouclée, et j'avais justement donc déjà fait quelques propositions là-dessus, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que nous avons des personnes qui sont insolvables au niveau de notre système de santé. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent ou c'est parce que les coûts sont élevés? Justement, je voudrais expliquer cela, parce qu'on a l'habitude de dire que généralement c'est parce que les populations n'ont pas suffisamment d'argent, ce qui n'est pas faux. Mais il faut déjà comprendre une chose, c'est que personne ne va à l'hôpital sans avoir de l'argent, parce que l'accès à l'hôpital, il faut avoir un minimum pour avoir accès aux soins de santé au Cameroun, vu que nous avons bénéficié ou alors nous avons signé les initiatives de Bamako sur les recouvrements de coûts qui font que votre accès au système de santé est lié justement à cette capacité financière. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver embrigadé dans le système de santé parce que vous n'avez pas de moyens. C'est qu'au départ vous avez des moyens, mais il se pose un problème dans l'utilisation justement de ces moyens au sein de notre système de santé. Et le véritable problème ici, il faut le comprendre, c'est que nous avons ce qu'on appelle généralement en économie la santé, la demande induite, qui est très forte au niveau de notre système de santé. Ça signifie quoi? Ça signifie que au niveau, lorsqu'un patient a des soucis justement de santé, il y a deux types de demandes. Il y a la demande réelle qui émane de la santé du patient et il y a la demande induite qui est créée par le personnel de la santé. Ce qui fait que ces deux demandes font justement donc on se retrouve avec des gens qui commencent à payer des coûts énormes. Je vais vous expliquer de façon très simple pour que les autres puissent comprendre. C'est-à-dire que vous avez un individu qui va à l'hôpital et qui normalement doit supporter un coût X, et maintenant le personnel de santé
crée un coût supplémentaire, par exemple en vous demandant de faire des examens dont on sait effectivement qu'il n'y a aucun lien avec votre pathologie. C'est pourquoi justement le problème de la gratuité des soins de santé contre le paludisme des moins de 5 ans n'est jamais effectif jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on va vous faire payer des examens et d'autres choses qui n'ont pas véritablement trait à votre santé, et vous vous retrouvez en train de dépenser pour autre chose. Et lorsqu'on va vous donner votre réel état de santé, vous n'avez plus rien justement pour pouvoir assumer cela. Et du coup, vous vous retrouvez en train de, puisque le système ne peut plus vous évacuer, on va vous faire des soins, mais vous serez désormais insolvable. C'était opportun, docteur Dieudonné Alaka? Ben oui, moi quand j'écoute le docteur Zé, je suis de plus en plus inquiet, parce que lui, il a réussi en 50 pages à expliquer des stratégies que notre État, notre gouvernement n'arrive pas à mettre... Vous n'êtes pas trop dur là Mais bien sûr, il n'arrive pas à mettre sur pied depuis plus de 60 ans. C'est la pierre qui complète, qui répare. Parce qu'effectivement... Juste une piqûre de rappel, une plume qui est une piqûre de rappel. Bien sûr, si dans aucun État au monde, on ne permet... Enfin, pas aucun État, dans la plupart des États qui ont compris que la santé était prioritaire, on a compris qu'il faut anticiper. À partir du moment où on ne sait pas quand est-ce qu'on sera malade, ça dit qu'on doit financer sa santé quand on est bien portant. Absolument. C'est pour cela qu'on demande aux gens de faire des contributions. On prélève un peu d'argent sur ceux qui sont salariés. On prélève de l'argent lorsqu'on te fait un paiement. Malheureusement, notre économie est tellement informelle qu'on ne sait pas comment on peut recueillir de l'argent à ce niveau-là. Peut-être aussi, il faut voir de ce côté. Mais la vraie question que l'État peut faire dans notre fragile économie et celle des citoyens, c'est de dire que chaque mois, le plus pauvre donne 1000 francs. Et je prends un exemple banal, il y a un homme politique, évidemment on ne parle pas politique ici, mais un homme ou des hommes politiques ont proposé dans ces pays que chaque citoyen puisse contribuer 1000 francs et que la carte santé devienne obligatoire. Je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun, on n'arrive pas à dire à quelqu'un la carte de santé est comme ta carte d'identité. Parce que quand tu es malade... Peut-être aussi ce sont les bonnes idées qu'il y a ici, docteur Albert Zé. Je crois, justement, c'était pour prolonger. Sur le long terme, ça va s'améliorer. Effectivement, c'était pour prolonger toutes les idées qu'il a développées forcément dans son bouquin. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un tombe malade, il va à l'hôpital, il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'argent. Parce que la solution, elle est simple. Lorsque tu as contribué, pendant que tu es bien portant, quand tu tombes malade, tu ne te poses pas la question. Tu vas d'abord, on te soigne. C'est pour cela que dans un pays comme la France, qui a le meilleur système de santé, l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, lorsque quelqu'un est malade, il a une carte vitale, on le soigne d'abord. Avant de se poser la question, parce qu'il a cotisé un certain nombre une certaine somme avant de tomber malade. Vivement que tout ça s'améliore, et je crois que c'est toute l'intention du docteur Albert Zé pour que les choses s'améliorent. Je vous invite dans un couloir qui est privé, qui est favori à Dr Francis Até, c'est la musique. Et je vous parle d'Émile Kangué, qu'on n'a pas vu longtemps et qui revient sur scène. Ce soir même, il sera en concert à Douala, la case Bantou de Deido, dans les coulisses des répétitions. Marie-Gabrielle Feugueux est allée se balader et annonçant quand même qu'il y a un album qui arrive avec Penda Dalé. Ça fait du bien. On a parlé de santé, je crois que la musique va nous remettre de bonne humeur. Émile Kangué, en séjour privé au Cameroun, donne un concert live au cabaret La Case de Bantou de Deido samedi prochain dès 20h. L'ex-pionnier des Black Steel du Makossa revisitera sur scène ses plus grands succès. Choronko, le Wala Matatamba serait du menu. Tikomlam la moto, toutes mes vieilles chansons que vous connaissez très bien, vous les aurez ici samedi. À l'homme, Douala Info, Je plains ton sort, Village Amatongé, Mounekwa, Motamatakate. Le chanteur, auteur et compositeur qui a fait ses classes avec de hautes figures musicales camerounaises, à l'instar de Nkoti François et Toto Guillaume, annonce pour la fin d'année la sortie de son nouvel album en duo avec Pendan Dalé. Où vous retrouverez tout ce qu'il y avait dedans, dans le Wala Matatamba ou dans Choronko. Je dis aux gens
et la nuit ne dorment pas. C'est une interpellation que les sorciers doivent laisser les enfants d'autrui tranquilles. Ce retour sur scène d'Émile Kanguet signe un renouveau de la carrière riche du chanteur, auteur et compositeur. Qu'est-ce que ça nous rappelle cette époque où j'étais pas né, hein, ne souriez pas à la maison, cher. Qui nous rappelle les Black Steel, l'équipe nationale du Makossa avec Toto Guillaume et tous les autres. Alors, en tout cas, je crois que c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, d'écrire des documentaires sur des légendes comme celle-là, parce qu'elles s'en vont chaque jour qui passe. Bah oui, effectivement, on peut faire tant de documentaires, on peut faire beaucoup de choses autour. Qui ne soient pas forcément des œuvres commerciales. Comme Attier disait, je crois que nous tous nous avons passé le cela, on peut faire des monuments à leur reconnaissance, on peut baptiser des musées, on peut des places publiques, je ne sais pas, des écoles de musique. Je reviens rapidement justement vers vous. Vous allez nous parler de vos rêves dans ce film, ce cinéma documentaire, dans Nation Branding, l'image du Cameroun et le patrimoine. Rapidement, l'actualité de Francis Atté-Ngon qu'on regarde au hasard de quelques clips sur YouTube. Et puis, what's new now? What's going to come? You know, I wear several caps. Yes. I have a collection of poems, yes, which is ready, which should be published. That would be my third book. Yes. Because we have Seed of Thorns, which is in the school list, yes, the book list for Form 3. Et wow, il y a Between Two Worlds qui est utilisé à l'université de Bamenda. Et je suis content parce qu'il y a 3 semaines, il y a une dissertation master qui a été soutenue sur Between Two Worlds. Et je suis content que les œuvres académiques continuent à monter. Donc, il y a un recueil qui est prêt et il y a un album de 8 titres qui est aussi prêt. J'avais pensé dédicacer tout cela lors de la soutenance. Et malheureusement, la soutenance nous a pris du coup. Dieu vous donnera du temps. Justement, parlons un peu de cette chanson que j'aime beaucoup, qui est un featuring avec Ambroise Messi. Yikfa Ila rentre au village en langue com. On vous salue là-bas. We greet you there, people. Ça a été tourné où ce clip? Pâques, la Mefou. Et le concept, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun est embourbé dans une guerre, ainsi de suite, pour les langues qui ne sont pas les nôtres. Or, si nous rentrons dans notre culture, nous rendrons compte du fait que... Une image, mais si Ambroise chante en béti. Et sur un rythme de jam. Et moi, je chante en com. Mais il n'y a pas de différence. Tout à fait. Il fait les pas de Bikotsi dedans. Et puis, quand nous rentrons chez nous, on s'embrasse, on vit en harmonie avec la nature. Et c'est l'harmonie. Un joli trait d'union qui nous rassemble aussi ici. On vient de 1000 coins du pays. Dieudonné Alaka, on aime ça. Ce sera notre clip de sortie. Mais rapidement, si je demandais une phrase, Dieudonné Alaka, que peut-il faire pour le cinéma documentaire au service du Nation Branding, l'image de marque du pays? Bon, écoutez, c'est une question très complexe qui nécessite la combinaison de plusieurs facteurs pour qu'un film contribue à valoriser l'image du Cameroun. Il faudrait, comme on a dit tout à l'heure, pas un seul film, mais plusieurs. Bien sûr, qu'il y ait beaucoup de films, pas seulement documentaires, même fiction, qui valorisent l'image du Cameroun. Il faudrait qu'il y ait juste un minimum de structuration de ce secteur-là. Et du coup, on aura des films qui résonnent comme des véritables ambassadeurs. Vous savez, pourquoi vous avez choisi le documentaire? J'ai oublié de vous poser cette question. Évidemment, j'ai choisi le documentaire dans le cadre de la recherche, parce que je suis producteur tout court. Mais votre champ d'action est plus large. Voilà, je produis des fictions, documentaires, animations et même des séries, mais j'ai choisi le documentaire particulièrement, que, comme je l'ai dit au départ, parce que c'est d'abord un cinéma fondamentalement de mémoire. Parce qu'il est proche de nous, de nos réalités. Il permet comme ça de transmettre très rapidement des savoirs. Pour ceux qui sont des didacticiens ou des pédagogues, vous savez que lorsqu'un enfant a vu une image, il retient pour toujours. Lorsque nous avons vu quelque chose, c'est pour toujours. C'est pour cela que je milite à ce que le documentaire puisse être réintégré
évidemment, comme on est en train de le faire dans notre système éducatif. Avec ce mot-clé qui vous est cher, transmission, transmission de valeurs, transmission dans l'histoire, ce devoir de mémoire vous est très cher et on vous aura tout le temps. Ici, c'est chez vous, passez quand vous voulez. Docteur Albertzi, nous avons oublié de vous féliciter, nous n'avons pas oublié de vous féliciter. Vous êtes meilleur chercheur africain en économie de la santé en 2019, attribué à travers le super prix de l'excellence, c'était en Côte d'Ivoire. Vous avez été élevé au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre exceptionnel par le président de la République. C'est tout dire. Félicitations, on le dit chez nous les artistes. Et tous nos encouragements, on sait que vous nous ouvrirez toujours vos portes. C'est quand même curieux, hein, un mathématicien, après l'économie, et puis l'économie de la santé. Vous gérez tout ça? C'est linéaire? C'était tracé? En fait, c'est des domaines qui sont suffisamment liés. Il faut savoir que dans l'histoire de l'économie, les meilleurs économistes ont toujours été des mathématiciens et des philosophes, en quelque sorte. Donc, ce sont des choses qui sont liées. Et puis maintenant, lorsque vous entrez dans l'économie de façon profonde, il y a justement l'économie de la santé qui est un pan très important de l'économie et qui permet justement de recadrer un certain nombre de politiques de développement. Vous me donnez envie de retourner à l'école, après mes classes de mathématiques, à l'école d'économie aussi. Je crois que peut-être, Darcy Sandjan, peut-être un jour serai-je docteur, comme les trois. C'était une question. Merci d'avoir été chez nous les artistes. Heureuse rencontre ce soir. Thank you very much for having come. Pleasure is always mine. Et on sort justement sur la chanson qui nous a fait commencer cette émission, Ikfarila, Rentrons au village, sur une mention de Retour au Sceau, signature Francis Até et Messieurs Ambroise. Prenons soin de nous, le Cameroun continue. À très bientôt, bonsoir. I'm not